L'affaire Agnès Marin est une affaire française qui porte sur une jeune fille de 13 ans qui a disparu alors qu'elle était à l'internat. On a par la suite retrouvé le corps de la jeune fille dans un bois près du collège. Elle avait été violée et assassinée. Le responsable de cet acte va être retrouvé très rapidement et croyez-moi, son identité va être vraiment surprenante. Lançons-nous maintenant dans la triste et terrible histoire d'Agnès Marin. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une affaire française. Je pense que j'aime beaucoup plus traiter d'affaires françaises que d'affaires américaines parce que je trouve que ça nous touche un peu plus parce que voilà, on est plus près géographiquement. Après, c'est peut-être juste moi en ce moment qui ai plus envie de vous parler aussi de choses qui sont arrivées près de chez nous. Mais voilà, dites-moi si ça vous plaît toujours que je parle d'affaires françaises ou si vous avez envie d'avoir un peu plus d'affaires américaines. Après, vous inquiétez pas, je vais quand même retraiter d'affaires américaines plus tard ou même d'affaires d'autres origines encore. Il y a plein de choses à explorer. Mais voilà, concentrons-nous maintenant sur l'histoire d'Agnès Marin. L'affaire se passe dans la petite ville de Chambon-sur-Lignon. C'est vraiment une toute petite ville où souvent il ne se passe pas grand-chose. Mais le 16 novembre 2011, une pensionnaire du collège privé de Sévenois va disparaître dans d'étranges circonstances. Le collège dans lequel Agnès était scolarisée, c'était un collège qui avant avait une très bonne réputation. Et puis petit à petit, sa réputation a dégringolé. Ils ont commencé à ne plus avoir beaucoup d'argent pour s'autofinancer et donc ils ont été financés par l'État. À ce moment-là, le collège était quand même dans une mauvaise passe et donc on peut dire qu'il prenait un petit peu tous les étudiants. Il faisait pas vraiment de choix avant. Voilà, une personne voulait rentrer dans ce collège, et bien on disait oui directement sans vraiment vérifier ses résultats scolaires, ses antécédents. Voilà, il était pris parce que une nouvelle personne, un nouvel étudiant, c'était de la rentrée d'argent. Il faut aussi savoir que dans ce collège, il y a un internat et donc toutes les personnes qui sont dans ce collège résident aussi à l'internat. Et donc maintenant, avec la nouvelle réputation du collège, c'est plutôt un collège où voilà, on essaie un petit peu de donner des nouvelles habitudes aux jeunes qui y sont, de les redresser un petit peu. Voilà, on va pas se mentir, c'est quand même un collège où beaucoup de jeunes qui y sont ont des petits soucis de comportement. L'histoire va donc se passer dans ce collège et le 16 novembre 2011 est un mercredi. Comme tous les mercredis, les pensionnaires ont droit à une après-midi de libre pourvu qu'ils rentrent à 16h30. Donc beaucoup d'élèves sortent de l'établissement, il faut qu'ils aient l'autorisation de leurs parents, mais souvent les parents leur donnent l'autorisation et donc après ils vont se promener dans les rues de Chambon-sur-Lignon. Bon, Chambon-sur-Lignon, comme je disais, c'est pas une super grande ville, il n'y a pas grand-chose à faire, donc ils traînent un peu, mais voilà, ils font pas grand chose, mais au moins ils sont pas cloîtrés dans leur chambre comme à leur habitude. À 16h30, donc, les élèves reviennent au collège et vont à l'étude. Et donc bien sûr, ils sont obligés de s'y présenter. En règle générale, les élèves respectent assez bien cette règle, ils sont toujours tous revenus à l'heure, mais cette fois-ci, une personne manque à l'appel. Cette personne qui n'est pas là, c'est Agnès Marin, et je vais vous la présenter plus en détail. Agnès Marin, elle a 13 ans, elle va bientôt en avoir 14, et ses parents habitent à Paris. Elle aussi, elle a grandi toute sa vie jusque-là à Paris et a toujours été scolarisée à Paris. Elle était scolarisée dans le collège Charlemagne, mais en 2010, elle s'est faite virer. Il faut savoir qu'Agnès avait une crise de l'adolescence un peu compliquée, disons. En fait, elle ne travaillait pas beaucoup à l'école, elle séchait quand même assez souvent les cours, elle répondait aux professeurs, elle fumait dans la cour. Et donc voilà, l'école en a eu marre et ils l'ont virée. Une fois qu'elle a été virée, ses parents ont décidé de la placer dans un internat et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée au collège de Sévenol. Comme le collège de Sévenol était moins exigeant que le collège de Charlemagne à Paris, elle a pu passer en 3e année, alors que si elle était restée au collège de Charlemagne, elle aurait dû redoubler son année. Ça veut donc dire qu'au moment de sa disparition, Agnès, elle était au collège de Sévenol depuis seulement 2 mois. Malgré tout, elle s'était faite plusieurs amis, elle était vraiment bien intégrée. Il faut savoir qu'Agnès n'était pas une personne timide, elle avait tendance à vraiment créer des groupes, à être active, voilà. Mais bon, après, il faut savoir qu'elle continuait quand même à fumer, elle fumait aussi de la marijuana. Il faut savoir que dans le collège de Sévenol, c'était assez fréquent qu'un peu tout le monde fume des drogues, etc. Et certaines de ses amies expliquent même qu'elle avait sans doute un petit ami à Paname, donc à Paris, et que voilà, elle voulait le voir de temps en temps, etc. Donc elle était quand même
épanoui, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais voilà, toujours un petit peu dans sa crise d'adolescence. On revient au 16 novembre 2011, ses amis à 16h30 sont quand même inquiets parce que bah voilà, ça ressemble pas à Agnès de ne pas revenir à l'heure quand même, et donc ils vont commencer à s'affoler un peu. Il faut savoir que l'administration, ils sont quand même habitués à ce que voilà, des élèves fassent un petit peu les rebelles, donc ils vont pas tout de suite s'affoler. Mais bon, pour se rassurer, l'école a quand même décidé à 17h, donc seulement une demi-heure après l'heure où Agnès devait rentrer, d'appeler une amie d'Agnès qui n'est pas à l'internat, mais avec qui Agnès passait quand même beaucoup de temps. Cette fille s'appelle Estelle, donc il décide d'appeler Estelle, qui va répondre directement au téléphone et qui va expliquer qu'elle a bel et bien passé l'après-midi avec Agnès, qu'elles se sont quittées à 16h30 sur la place de la Fontaine, qui est vraiment à quelques minutes du collège, et que voilà, Agnès était retournée en direction du collège. Donc voilà, ça va quand même rassurer les responsables de l'internat et ils vont décider d'attendre un petit peu encore pour laisser le temps à Agnès de revenir. Peut-être qu'elle aurait croisé quelqu'un sur la route, qu'elle aurait discuté, enfin voilà. Arrive ensuite l'heure du repas du soir, donc il est 19h et Agnès n'est toujours pas rentrée. Là, ils vont vraiment s'inquiéter et ils vont appeler la police. La police va arriver directement à l'internat, ils vont fournir des lampes torches aux résidents de l'internat ainsi qu'aux surveillants et tout le monde va se mettre à fouiller à côté de l'internat, voilà, dans la ville, pour essayer de trouver quelque chose. Donc, en grande partie, c'est des bois qui entourent l'internat, donc ils vont commencer à fouiller dans les bois. En même temps, la police va aussi commencer à interroger des élèves, et donc l'hypothèse que son petit copain qui vivait donc à Paname soit venu la voir va ressortir. Parce que certaines de ses amies expliquent qu'Agnès leur avait dit que voilà, son petit copain allait venir, il allait la voir et ils allaient pouvoir passer un petit peu de temps ensemble. Donc voilà, ça c'est vraiment la première hypothèse pour les policiers et pour tout le monde. Une deuxième chose qui va ressortir, c'est que certains élèves auraient vu Agnès rentrer dans les bois et en fait elle aurait expliqué qu'elle partait chercher des champignons hallucinogènes. Et certains élèves expliquent qu'elle était accompagnée d'un garçon. Donc peut-être qu'Agnès aurait rejoint son petit ami, qu'ils auraient ensemble été dans les bois pour aller chercher des champignons hallucinogènes, et puis la suite, on ne sait pas, mais peut-être que ça aurait mal tourné. Mais rappelez-vous, Estelle, donc l'amie d'Agnès, avait dit aux surveillants du collège qu'elle avait passé l'après-midi avec Agnès et que c'était à 16h30 qu'elle l'avait laissée. Donc le témoignage d'Estelle ne concordait pas du tout avec la rumeur du petit ami et des champignons hallucinogènes. Et là, grosse révélation, Estelle explique qu'elle a menti. En fait, Estelle ne se rendait pas vraiment compte que c'était une histoire grave et elle avait voulu couvrir son amie qui lui avait demandé, en fait par SMS, de dire que voilà, si on la cherche, elle devait dire qu'elle était avec Estelle. Donc c'est ce qui s'est passé, le collège l'a cherchée, ils ont téléphoné à Estelle et Estelle, comme lui avait demandé à Agnès, a dit vous inquiétez pas, Agnès a passé l'après-midi avec moi. Donc la police va demander à Estelle pourquoi est-ce qu'elle n'a pas demandé plus d'informations, parce que bon voilà, c'est quand même bizarre quand ton ami t'envoie un message pour te dire couvre-moi, si on cherche après moi, dis que je suis avec toi. Et Estelle a répondu que si, elle avait demandé à Agnès, mais que Agnès avait été très vague, qu'on sentait qu'elle ne voulait pas trop répondre, jusqu'au moment où elle a juste plus du tout répondu, et là Estelle s'est dit qu'elle avait sans doute plus de batterie. Donc là ça devient de plus en plus compliqué pour les policiers, parce que le moment où Agnès aurait pu disparaître s'étend maintenant de 16h30 à midi et demi, à la place de 16h30 à vers 17h. Nous allons maintenant passer au 17 novembre, donc le lendemain de la disparition d'Agnès. Donc là, les parents d'Agnès sont arrivés à Champon-sur-Lignon et la police commence à leur parler peut-être de l'hypothèse d'une fugue. Mais là, les parents, ils sont pas du tout d'accord et ils disent que leur fille, malgré qu'elle soit un peu en crise d'adolescence, c'est pas du tout son truc de fuguer, que voilà, c'est pas une personne qui pourrait fuguer, ils sont vraiment sûrs de ça. Mais la police va quand même dire que même s'il n'y a pas vraiment de gros moyens de locomotion à Champon-sur-Lignon, donc il n'y a pas de gare, il n'y a pas de car, voilà, elle aurait très bien pu faire du stop quand même. Donc l'hypothèse de la fugue reste d'actualité. Là, la police va très bien agir parce qu'ils vont demander aux parents de parler le plus possible à la presse, parce qu'en parlant à la presse, eh bien, ça va pouvoir donner un plus gros poids à la disparition et plus de gens pourront amener des témoignages. Mais le même jour, donc le 17 novembre, un élève va aller voir la police et va leur expliquer que voilà, un autre élève était arrivé la veille à 16h30 avec des griffures sur le visage. La police va donc interroger ce garçon qui va leur expliquer qu'en fait, s'il a des griffures sur le visage, c'est parce qu'il était tombé dans les ronces.
Mais la police va se renseigner auprès d'autres élèves et la police va se rendre compte qu'en fait ce garçon a donné des versions différentes. À d'autres amis à lui, il a expliqué qu'en fait il s'était fait ses griffures au visage en tombant dans du gravier. Donc maintenant je vais vous faire rapidement le portrait de ce garçon. Il s'appelle Mathieu et il est né le 30 décembre 1993. Ça veut donc dire qu'il a 17 ans au moment des faits. Donc il est quand même bien plus vieux qu'Agnès. Sa mère est cadre comptable et conseillère municipale et son père est gérant d'une société de formation continue. Donc voilà, on peut dire qu'il vient quand même d'une bonne famille. Il a grandi à Nages-les-Sorlognes, dans le Gard, et puis voilà, il y a peu de temps, il est arrivé et est venu étudier au collège de Sévenot. Revenons à l'enquête. Le lendemain, donc le 18 novembre 2011, la police va réinterroger Mathieu parce que voilà, il a eu deux versions différentes par rapport à ses griffures au visage et ils veulent en savoir plus. Il y a une chose que vous allez devoir vraiment bien retenir et qui va d'ailleurs vous surprendre, c'est que pendant tout l'interrogatoire, Mathieu jouait au yo-yo. Donc c'est quand même fou, tout le monde est choqué. Genre, vraiment, dans l'établissement, tout le monde est sous le choc, personne n'a dormi les nuits précédentes, tout le monde est vraiment sur les nerfs. Et lui, il est très calme, il joue au yo-yo. C'est vraiment bizarre. Alors oui, ça fait pas de lui le meurtrier, mais ça fait de lui une personne avec un comportement quand même pas très normal. Pendant cet entretien avec la police, Mathieu va redonner la même version que précédemment, sauf que là, il va ajouter un détail, c'est que voilà, il avait fumé de la marijuana et donc en fait, il avait les idées pas très nettes et c'est pour ça qu'il était tombé en fait. Il va aussi ajouter que ce jour-là, il a bel et bien vu Agnès et qu'en fait, il l'a vu attendre son petit copain qui venait de Paname. Cette théorie maintenant ressort et on sait que sans doute elle aurait vu cet ami de Paname. Après, la police va tout de même trouver Mathieu très louche et vont l'envoyer en garde à vue pendant 48 heures. Pendant ce temps-là, ils ont décidé de fouiller sa chambre à l'internat et là, ils vont retrouver un jeans taché de sang et de boue. Pendant ce temps, Mathieu est toujours en garde à vue et il va recevoir l'aide d'une avocate. On va l'interroger par rapport aux jeans qu'on a trouvé dans sa chambre et là, il va expliquer que voilà, c'est normal, il y a de la boue parce qu'il est tombé dans les ronces et le sang, c'est tout simplement le sien. Pour le moment, il n'y a vraiment rien de grave à signaler et lui, il est toujours assez calme. Mais là, on va arriver au 19 novembre 2011. Donc, Mathieu vient de dormir une nuit en garde à vue. Et donc voilà, je pense que ça lui a permis de réfléchir et là, il y a eu un énorme rebondissement dans l'affaire. Mathieu va totalement changer de version. Il va en fait avouer qu'il a finalement passé toute l'après-midi du mercredi avec Agnès. Ils ont été se balader dans les bois et ils ont tous les deux fumé de la marijuana. Ensuite, ils se seraient un petit peu disputés. Mais voilà, ils parlent pas plus de ça de la dispute et Agnès par la suite lui aurait demandé son aide pour trouver des champignons hallucinogènes. Champignons qu'ils auraient trouvés et qu'ils auraient mangés. Après ça, Mathieu explique qu'il s'est évanoui et à son réveil, Agnès n'était plus là et donc il a pensé qu'elle était rentrée au collège et il a fait de même. Mais là encore, la police va pouvoir confronter Mathieu et lui prouver qu'il ment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la police avait fait faire une prise de sang à Mathieu, donc vers le 17 novembre, et à ce moment-là, les résultats étaient tombés et en fait, dans le sang de Mathieu, il n'y avait aucune trace de drogue. Donc ça prouve qu'il avait rien fumé et rien mangé. Là, Mathieu va paniquer et va expliquer que la dispute qu'il avait évoquée auparavant avait été un petit peu plus violente qu'il l'avait laissé entendre et qu'en fait, il avait poussé Agnès dans un ravin et que voilà, sans doute qu'elle était toujours là. Là, l'avocate de Mathieu va stopper la discussion et va s'entretenir avec lui. En fait, elle va lui dire: est-ce que tu sais où est le corps d'Agnès ou où est Agnès? Ou tout simplement, où est ce ravin où tu l'as poussé? Et là, Mathieu va dire: oui, je sais. Elle va dire: est-ce que tu peux conduire la police à ce ravin? Mathieu va dire: oui, je peux le faire. Mathieu va conduire la police au ravin et ensuite Mathieu va être amené en garde à vue. À ce moment-là, il est plus ou moins 19h et la police va chercher pendant 1 heure et enfin, ils vont faire la macabre découverte. Bon, là je vais très vite vous détailler la scène mais c'est assez choquant. En fait, on va retrouver le cadavre d'Agnès Marin complètement nue. Elle est en position à genoux, la tête contre le sol et son corps a été complètement calciné. La police va donc comprendre qu'ils sont en face d'une scène de viol, de torture et de meurtre. Quand Agnès disparaît, il pousse le vice jusqu'à participer aux premières recherches avec ses camarades. Il était avec nous et c'est ça qui nous fait le plus mal parce que ce soir-là, il a cherché avec nous alors qu'il savait très bien
ce qui s'était passé, quoi. Suite à la découverte, les policiers vont directement informer les parents d'Agnès Marin de leur découverte. Ils vont demander à voir le corps de leur fille, mais les policiers vont leur déconseiller parce que vraiment le corps d'Agnès Marin est dans un très mauvais état. Là, la police va retourner voir Mathieu et il va tout avouer. En fait, la dispute a dégénéré et il aurait attaché Agnès avec la corde de son yo-yo. Yo-yo avec lequel il jouait pendant son premier interrogatoire. Il l'aurait donc bâillonné, violé et puis il l'aurait tué. Il explique qu'il lui aurait donné plusieurs coups et ensuite dans son sac il aurait trouvé de l'essence pour les briquets Zippo et en fait il l'aurait aspergé de cette essence et il aurait brûlé son corps. Le 20 novembre 2011, et là c'est pas le pire, mais enfin, bref, vous allez voir. En gros, on va apprendre que tout ça aurait pu être évité parce qu'en fait, Mathieu était un récidiviste et que ni l'école ni aucune structure avait mis en place un suivi pour Mathieu. 16 mois plus tôt, le 1er août 2010, Mathieu avait violé et agressé une personne avec une arme et cette personne s'appelait Julie et c'était une camarade de classe. La jeune fille avait dénoncé Mathieu le soir même de son viol et après ça, Mathieu avait été incarcéré, mis en examen et il avait avoué. En fait, il devait être jugé pour viol et séquestration, mais en attendant le procès, ses parents avaient décidé de le mettre dans un internat. Il faut savoir qu'ils avaient visité 16 écoles, ces écoles qui avaient refusé de recevoir Mathieu, mais le collège de Sévenol l'avait finalement accueilli. Déjà, moi je trouve ça fou que la juge l'ait libéré, parce que pour moi c'était une personne dangereuse, mais un psychiatre qui avait fait l'analyse de Mathieu avait finalement donné son accord pour que Mathieu soit libéré. Mathieu ne souffre d'aucune pathologie. Il a bien intégré en prison la réalité. Il entame un travail d'autocritique sur ses conduites à risque qui nous semble sincère. Nous considérons que cette personne n'est pas dangereuse. Alors voilà, c'est vraiment grave je trouve, parce que tout ça aurait pu être évité et pour moi il n'y a pas qu'un seul coupable dans cette affaire. Alors oui, il y a Mathieu, mais il y a aussi la juge, il y a aussi ce psychiatre et il y a aussi la non prise en charge de Mathieu, donc tout ce qui aurait pu être mis autour de Mathieu pour que voilà, il voit quelqu'un, etc. Et ben tout ça n'a pas été fait. 9 jours après la disparition d'Agnès Marin, une marche blanche va être organisée à Chambon-sur-Lignon. Mais pendant cette marche blanche et dans tous les médias, une seule question se pose, c'est est-ce que le directeur du collège était au courant? Eh bien, la réponse est oui. Il savait que Mathieu avait fait de la prison pour agression sexuelle, mais il va se défendre en disant qu'il voulait donner une chance aux jeunes de se rattraper et de vivre une vie normale. En fait, on pense surtout que c'était parce que, tant que les parents payaient, lui il était content et ça permettait de faire vivre un petit peu plus le collège. La bonne nouvelle, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'au final, il y a quand même eu justice. Le 29 juin 2013, Mathieu, qui avait été mis en examen pour viol et assassinat, a été condamné à la prison à perpétuité, même après son appel. En 2014, le collège de Sévenol va fermer définitivement. Et le 24 avril 2017, le tribunal de la grande instance de Paris a condamné l'État pour négligence fautive assimilable à une faute lourde, dans la mesure où la remise en liberté du meurtrier, Mathieu, avait été beaucoup trop rapide après son premier viol. On n'avait pas vraiment pris en compte l'avis de la protection judiciaire de la jeunesse. Et enfin, la famille d'Agnès Marin va avoir une indemnisation de 185 000 €. Je suis d'accord, l'argent ne remplacera jamais Agnès Marin, c'est totalement normal, mais je trouve que il y a quand même eu une justice là-dedans. Chaque fois que je vois des adolescentes, je pense qu'il y a 2 ans, j'avais une fille vraiment en pleine possession de ses moyens, heureuse de vivre. Et avec laquelle, c'est difficile à dire, mais difficile de vivre avec quelqu'un qui n'est plus là. C'était une affaire assez difficile. J'ai eu beaucoup de mal à vous en parler parce que je trouvais que c'était assez violent tout de même. Mais bon, j'espère qu'elle vous aura touché. Et sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et aussi de vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!